Plus de 4000 contributeurs et un record pour cette catégorie de produits de 10 millions de dollars collectés en 12 heures seulement selon le constructeur. C'est une nouvelle folie et un engouement indéniable pour cet Hyperion Max de AWOL Vision qui, comme vous le savez, est actuellement dans sa phase de lancement sur Kickstarter. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test complète de ce vidéoprojecteur donc à ultra courte focale que je vous avais présenté dans le cadre du CES Consumer Electronics Show de Las Vegas. Je vous ai également fait un grand live de déballage. Alors c'est parti pour le test qui va être d'ailleurs ponctué de petites infos et même d'infos récupérées auprès des équipes techniques d'AWOL Vision, infos et conseils également. Et merci d'ailleurs à elles parce que je les ai quand même pas mal sollicités ces derniers jours, presque tous les jours, et qu'ils ont pris le temps de me répondre. Et c'est notamment pourquoi aussi, eh bien, dans cette vidéo, je vais vous parler de mes impressions avant et après la récente mise à jour du firmware. Alors comme je l'ai dit, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce produit, donc je ne reviendrai pas sur tous les détails de la fiche technique, néanmoins je vous les affiche. On va juste retenir qu'ici on est sur une plateforme quand même qui est bien connue, Texas Instruments, technologie DLP avec un DMD de 0,47 pouces couplé à ce qui serait un nouveau contrôleur, le DLP-C8445 qui se chargerait surtout d'intervenir dans la partie gaming en gérant une ultra faible latence. On pourrait être sur un mode gaming 1080p 240 Hz avec la prise en charge du VRR et un temps de latence, donc un input lag de l'ordre du milliseconde. C'est en tout cas ce qui est ici annoncé. C'est la promesse qu'on va essayer de vérifier. Attention, moi mon boîtier d'input lag ne fait que du 1080p à 60 Hz. On verra ce qu'il en est dans cette partie résultat de la mesure. Je rappelle aussi que Hyperion Max, eh bien, c'est un système d'éclairage, une source lumineuse à triple laser RGB avec une puissance annoncée comme étant de 3300 isolumens et un taux de contraste natif qui serait promis à 6000 pour 1. On a comme sur le vidéoprojecteur Valerion Vision Master Max qui est également la marque du groupe d'AWOL Vision, on a un iris qui est réglable selon 7 niveaux. Je vais de toute façon y revenir plus en détail dans la partie qualité de l'image, d'autant que l'EBL a été amélioré par le biais de cette mise à jour. Il faut également compter sur ce produit, sur l'intégration d'une multitude de technos. Je vais en retenir deux. La première, l'anti-RBE, donc l'anti-Rainbow Effect. Mais pour ça, vous allez voir qu'il y a un petit truc à savoir également. Et puis, on a également la techno, beaucoup de techno, dont le Pixel Level Clarity, qui améliorerait cette notion de piqué, de netteté dans l'image. Et ça, eh bien, c'est aussi apporté, bien entendu, par le traitement de toute la partie optique de ce vidéoprojecteur. On sait que c'est quelque chose qui est très, très important. Et en l'occurrence, ici, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, eh bien, AWOL Vision met l'accent sur l'uniformité du coating de cette lentille. Et donc, du coup, on serait sur quelque chose qui serait extrêmement qualitatif. Alors, il y a d'autres éléments aussi que je peux mentionner rapidement. La puce Mediatek MT9655 qui va prendre en charge tous les contenus et les services ici qui sont associés à Google TV. Puce qui est d'ailleurs accompagnée de 8 Go de mémoire vive, ce qui est déjà une très bonne chose. Et puis, on est aussi sur une capacité de stockage pour le vidéoprojecteur. Alors, attention, après, il y a l'installation du système, etc. Mais on est sur 128 Go de capacité de stockage. Donc, autant vous dire que si vous êtes du genre à installer beaucoup, mais alors vraiment beaucoup d'applications, eh bien vous devriez être là plutôt satisfait par ce vaste espace de stockage, si je puis dire. Attention, là aussi, n'oubliez pas que quand vous me voyez champ caméra, il y a quand même 2 éclairages ici, et donc ça peut tout simplement contrarier un petit peu le ressenti sur le contraste et les noirs. Mais vous allez avoir des images d'illustration. Bon, côté prix, eh bien la première vague avec cette remise qui était associée à ce dépôt de $50, c'est terminé. Et il faut désormais composer avec les prix qui sont toujours en dollars, ils sont hors taxe locale. Là-dessus, je vous invite vraiment à surveiller ce qui est indiqué sur le site du constructeur. Pour Hyperion Max, on est sur un tarif désormais qui est à $2199, ce qui donnerait au moment où je fais cette vidéo avec le taux de change en cours, produit aux alentours des 1860 € pour un vidéoprojecteur ultra courte focale comme celui-ci avec les caractéristiques techniques qui sont embarquées là-dedans. Eh bien forcément, c'est un prix qui me semble quand même très, très attractif. Après, il y a toutes les logiques de livraison, etc. Sachez juste pour ma part, dans le cadre du test et tel que le produit m'a été envoyé,
j'ai juste dû m'acquitter des frais de douane de 260 €. Voilà, ça c'est les seules informations que je peux vous donner. Et puis ensuite, vous vous rapprochez également des équipes d'AWOL Vision qui sont très réactives, je pense, sur la partie Facebook, je pense, parce que visiblement, je reçois beaucoup de posts et les équipes d'AWOL Vision en Chine m'ont dit n'hésite pas à les renvoyer sur notre page Facebook. Sur la partie ergonomie, eh bien là aussi, je vais entre guillemets aller assez vite, alors assez vite à ma manière, parce que je parle quand même beaucoup. On est sur un Hyperion Max qui se la joue un petit peu cyberpunk dans le design, comme vous le voyez, et c'est même comme ça qu'il m'a été décrit par les équipes lorsque j'ai posé une question bien particulière sur la petite trappe motorisée qui protège la lentille, qui quand elle s'ouvre provoque un petit bruit. Voilà, ce petit bruit, il peut un petit peu surprendre, alors ce qui a aussi été mon cas, et c'est pourquoi je les ai questionnés là-dessus. Petit message WhatsApp, et il m'a été confirmé de la part des équipes que c'était bel et bien pour aller dans cette philosophie, dans cette approche un peu cyberpunk, un petit peu futuriste. Dans l'ensemble, le châssis, je le trouve bien conçu, avec une peinture qui met en avant ce style un peu façon aluminium brossé. L'Hyperion Max, il est dans une conception en métal, alors que la version Pro, qui est son petit frère, qui est également moins cher, 1999 $, mais les phases de précommande sur Kickstarter vont vers beaucoup plus de modèles Max que de modèles Pro. Ça aussi, ça m'a été confirmé par la marque lorsque je leur ai demandé. Donc on est sur un châssis ici en métal avec cette peinture qui est, je trouve, plutôt élégante. En façade, on a l'intégration des enceintes que je trouve également soignée. AWOL va pas se la jouer un petit peu façon tissu acoustique, c'est le choix de certains. Alors on sait qu'on a des tissus acoustiques qui vieillissent plus ou moins bien parce qu'elles sont souvent devant une grille en plastique, ou en tout cas une structure en nid d'abeille en plastique, puis parfois ça finit un petit peu par marquer. Là, ça ne sera pas le cas, vous n'avez pas ce risque-là. Bref, c'est une affaire de goût. Pour ma part, je trouve cela plutôt réussi. Vous me direz également ce que vous pensez de cette barrette chromée qui est assez séduisante, faut bien reconnaître, ça habille un petit peu le produit. Et puis on a aussi, en fonction de vos préférences, eh bien vous pourrez choisir d'allumer ou non ce bandeau de LED ici en façade. Le choix de la mise en route ou non, mais aussi du choix de l'animation de la couleur, eh bien c'est accessible dans les menus de l'appareil, un éclairage fixe ou éteint lorsque le vidéoprojecteur par exemple est allumé, des animations lorsqu'il est éteint, mais aussi pendant vos projections, y compris avec des choses en couleur. J'ai juste gardé l'animation quand on l'allume et qu'on éteint le max, et puis je l'ai remis ici pour ce tournage pour que vous puissiez peut-être identifier où est la bête. Quelques mots sur la télécommande, une télécommande qui est légèrement différente de celle de l'autre marque du groupe, Valerion. Par exemple, on trouve ici sur ce produit une touche Live TV au lieu d'une touche Mute. Celle-ci, elle est déportée en haut de la télécommande, et sur le Valerion Vision Master Max, la touche qui est en haut, c'est la touche qui permet d'accéder au focus. Et là, on n'a pas de touche qui est proposée pour le focus, et pour cause, la correction géométrique est accessible depuis les menus du vidéoprojecteur. On retrouve aussi quelques touches rétro-éclairées sur cette télécommande, mais pas toutes, et notamment pas celles du volume ou encore de l'accès aux quelques applications que sont ici Netflix, YouTube, Disney+, ou Prime Video. C'est un peu dommage, je dois bien le reconnaître, mais bon, peut-être une prochaine évolution pour le constructeur qui vraiment fera un rétro-éclairage complet sur sa télécommande. Alors, j'ai commencé à vous aborder cette partie réglage de l'image. Donc, c'est ce qui m'emmène un peu à la partie installation et contraintes. Alors, AWOL n'a pas intégré ici de dispositif de correction d'image automatique directement dans le produit. On ne dispose pas de caméra ou de capteur de profondeur qui lirait directement ce qu'il se passe sur la toile et qui permettrait de corriger l'image. Les seuls capteurs que l'on a sont les capteurs de présence. Lorsque l'on va activer la fonction d'anti-éblouissement, dès qu'il va détecter une présence devant, il va couper le faisceau laser pour éviter tout simplement d'avoir des problèmes au niveau des yeux, de s'éblouir et même de se cramer un peu les yeux. Cependant, une fois que le vidéoprojecteur il est installé, lors de sa première installation, il nous suggère d'utiliser son mobile. Le Hyperion projette un QR code
code à l'écran et on a un code également qui s'affiche. Alors on scanne le QR code avec son mobile, ça fonctionne très bien sur Android, on saisit le code, on prend la photographie du pattern qui est diffusé sur l'écran, on la transmet au vidéoprojecteur et ensuite celui-ci, eh bien, il ajuste automatiquement l'image. J'ai vu un premier résultat qui était entre guillemets assez moyen pendant le live et là pour le coup, eh bien, j'ai mis à jour le firmware, j'ai dû replacer le produit parce qu'il a fallu que j'accède à la prise USB, donc j'ai relancé manuellement la procédure. C'est quelque chose que vous faites, enfin la réinstallation, après la réinstallation du firmware, j'ai dû le faire, mais sachez que c'est quelque chose que vous pouvez faire n'importe quand. Vous pouvez déclencher cette manipulation depuis les menus, donc vous le faites n'importe quand. Eh bien, lors de la de cette deuxième tentative, ça s'est plutôt très bien passé. C'était pas parfait, donc j'ai décidé de corriger et de peaufiner encore un petit peu plus pour obtenir vraiment une image parfaite sur les 4 coins et puis le long de cette toile ici de 120 pouces. Bref, réglage impeccable à chaque ouverture et fermeture de la toile. Bon, alors mes tests, vous le savez, ils sont longs, je parle beaucoup, mais c'est pas juste pour le plaisir de parler face à la caméra. À la limite, si j'en disais moins, ce serait aussi moins de travail pour moi, mais c'est tout simplement pour vous partager un maximum de retours d'informations par rapport à l'expérience que je perçois lors des tests, et puis revenir également sur des choses qui me sont parfois partagées dans les commentaires. Je vais revenir très rapidement sur un point, attention, c'est le niveau de bruit de ce vidéoprojecteur. Je vais décrocher mon micro, j'ai déjà fait la démonstration, mais regardez, il ne fait absolument aucun bruit. Je passe d'un côté. Ça, c'est un côté du vidéoprojecteur. Je vais juste éteindre une batterie externe ici qui est allumée parce que elle, pour le coup, elle provoque un peu de soufflerie. C'était elle qui tournait. Et je me remets maintenant à côté du vidéoproj. Là, ici, c'est la partie extraction. Admission d'air, extraction de l'air. Donc, ça doit souffler un tout petit peu plus. Vous avez sans doute un bruit de vent. Si je le mets légèrement décalé et donc pas directement dans le flux d'air, vous devez percevoir que c'est extrêmement discret. Voilà, je vais remettre le micro. Concernant le ratio de projection, eh bien, on est ici sur du 0,2:1, ce qui est une bonne chose. On va avoir une grande, voire très grande image avec finalement assez peu de recul. On est ici sur une toile de 120 pouces, je le rappelle. Mais attention, il y a un petit sujet qui peut ne pas en être un. Sur la toile de 120 pouces, il faut ici 56 cm de recul. Donc là-dessus, ça va, si on considère qu'on a un meuble d'environ 60 cm de profondeur. Mais on est sur le bas de la projection à 43 cm de hauteur par rapport, alors c'est environ, par rapport à la surface sur laquelle repose le vidéoprojecteur. Naturellement, à cela, eh bien, il va falloir ajouter les dimensions de la toile. Pour une toile de 120 pouces comme celle-ci, moi, dans mon cas, j'ai mesuré environ 1,95 m hors tout, c'est-à-dire du bas de la toile, donc incluant le caisson dans lequel la toile s'enroule, et jusqu'au sommet, eh bien, on est à 195 cm. Dans les faits, on va plutôt considérer qu'il faut 2 mètres de hauteur à cette toile de 120 pouces pour qu'elle puisse se déployer intégralement, parce qu'en fait, il y a une cinématique, elle monte, puis elle se tend, redescend un tout petit peu, et donc on a ce petit battement de quelques centimètres. Si vous souhaitez également donc retrouver le live dans lequel je montais le meuble, il est toujours disponible, je vous le dis, mais je vous ajoute aussi les liens dans la description pour cette AWOL Vision avec ce système LED RGB intégré. Alors on se dirige gentiment vers ce chapitre consacré à la qualité de l'image, mais déjà vous avez quelques illustrations qui sont passées. Puis je vous l'ai dit, moi mon objectif c'est pas de vous vendre un produit, c'est d'essayer d'anticiper toutes les interrogations que vous pourriez avoir. Et des interrogations concernant les phénomènes associés à ces vidéoprojecteurs triple laser et DLP, elles sont nombreuses. On va penser au speckle et on va penser au RBE, le fameux Rainbow Effect. Donc c'est les points que je vais aborder ici. Mais je vous l'ai dit, j'ai fait ici ces tests sur la toile technique d'AWOL Vision qui m'a été envoyée, et donc dans le grand live de déballage. Je vous parlais de la station AWOL UST RGB Station, du meuble et de cette toile de 120 pouces. Sur la toile, sur son carton, comme sur les sites d'AWOL, enfin site internet d'AWOL Vision, il est fait mention d'une toile ALR pour Ambient Light Rejecting. Et puis AWOL n'est absolument pas le seul à employer ce terme. À vrai dire, presque tout le monde dit cela maintenant, jusque dans les plus grands noms des constructeurs de toiles. Je pense par exemple à Lumen. Et c'est un confrère, un cher confrère des
années laser, hein, voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup avec les gens de chez AV César, qui m'a rappelé, qui m'a dit « Hey, mon petit gars, tu t'es un petit peu laissé avoir, tu as succombé aux sirènes du marketing. » Et heureusement qu'il m'a fait cette petite tape sur les doigts. Ben oui, bien entendu, que j'ai évoqué ce terme ALR en plus de 4 heures de live, je monte un meuble, je monte une toile. Voilà, j'essaye de répondre à vos questions. Bien entendu que dans ces propos, on se laisse un petit peu embringuer. Et puis surtout, ALR, c'est quelque chose dont on voit partout. On n'entend que ça, Ambient Light Rejecting. Sauf qu'il faut faire la distinction entre ALR et CLR qui aujourd'hui est noyé dans cette seule dénomination ALR. Or, la structure des deux toiles est différentes. Dans le premier cas, on va se parler de toiles pour les vidéoprojecteurs normaux, milieu, fond de salle, et dans le second cas, pour ces CLR, pour Sailing Light Rejecting, eh bien, on annule les lumières provenant par le haut de la toile essentiellement, et donc des lumières électriques. C'est pour cela qu'on a, eh bien, ces fameux micro-sillons en forme de dents de scie qui captent tout simplement la projection assurée par le vidéoprojecteur par le bas. Et merci aussi, bien entendu, puisque j'essaye de vous lire au maximum dans les commentaires, à Chaotech qui m'a permis aussi de tilter justement et de me dire « Ah mais oui, bien sûr, c'est du CLR ». Et en fait, c'est juste que sirène du marketing. Tout le monde a changé ce truc-là et je me suis dit, bon, ok, peut-être que c'est désormais le terme générique. Donc, plutôt que de créer confusion, eh bien, je vais réemployer ce terme. Et d'ailleurs, ça m'a aussi été confirmé par mon contact de chez AV Industrie. Alors, si je vous raconte cela, c'est pas juste pour faire, entre guillemets, mon mea culpa d'avoir un peu lâché le ALR de manière globale, sans réelle distinction. On est bien sur du CLR et je vais essayer de faire bien attention à ce que je vous dirai dans mes prochaines vidéos sur les ultra courtes focales parce que c'est tout simplement notre rôle de vous partager l'information la plus juste, mais aussi pour vous dire que c'est grâce à la structure même de ces toiles que l'on peut ici considérer que le phénomène de speckle est très limité. Alors comme beaucoup de phénomènes, que ce soit en télé, en projection, etc., le 24p en télé, tout ce qui est logique de netteté, etc., on n'a pas tous la même perception pour des raisons assez simples, c'est la qualité de nos yeux aussi. Il faut rappeler que ce phénomène se produit lorsqu'on a tout simplement ces faisceaux laser, ici triple RGB, parce que c'est vraiment lié à cette plateforme-là, lorsque ces faisceaux de laser rebondissent sur la toile, qui est une surface plus ou moins rigueuse, donc comme un écran de projection, à partir de là, ça va rebondir, ça va se perturber, et c'est là que l'on va avoir des ondes lumineuses qui se croisent et que l'on peut noter le phénomène de speckle. Selon moi, sur les vidéoprojecteurs à ultra courte focale UST avec une bonne toile CLR, la lumière est diffusée du bas et j'ai quand même l'impression que les micro-sillons qui sont à l'intérieur, ces faisceaux, réduisent le phénomène. Malgré le fait que ce sera grandement dépendant de votre perception, je sais que pour certains ça peut être totalement rédhibitoire comme le RBE, j'ai essayé de faire un maximum de tests pour essayer de vous répondre le plus précisément, d'y consacrer du temps et dès le départ d'ailleurs j'avais essayé de répondre aux questions et j'avais l'impression d'en percevoir dans certaines zones blanches ou sur des couleurs unies et parfois quand je vous dis des zones blanches, ça pouvait se limiter à l'icône en haut du menu de Google TV où j'avais l'impression que sur le fond blanc, j'avais ce phénomène de scintillement. Pour autant, est-ce que c'était réellement du speckle ou du sparkle? Parce qu'il y a aussi cet autre effet pour le speckle. C'est justement ce phénomène de scintillement que l'on va avoir. On va plutôt considérer que c'est un scintillement qui est devant les yeux et qui est sur la surface de la toile. Ça veut dire que lorsque l'on va bouger les yeux ou bouger la tête, on va voir ce phénomène se déplacer également devant nous. Et dans le second cas, c'est plutôt lié à la structure, cette fois-ci, le matériau qui est dans la toile qui peut justement produire ce petit effet de scintillement. Et quand on va bouger la tête ou bouger les yeux, ces points, ils sont vraiment posés sur la toile. Ça veut dire que si vous vous décalez légèrement, vous voyez que eux, entre guillemets, ils restent fixes. Encore une fois, selon mon confrère des années laser, il me rejoint un petit peu, maintenant que j'ai prolongé un petit peu les tests, il me rejoint sur le phénomène que grâce à la toile CLR, on annule grandement le phénomène parce que tout simplement, on est sur une orientation des lumières de la projection qui est différente. Sur cette perturbation-là, j'ai quand même l'impression
que c'est mieux. Et puis surtout, on est sur une toile ici qui a un gain à 0,8 qui favorise les contrastes tout en maintenant quand même un bon niveau de luminosité. Donc je trouve que le résultat est tout à fait satisfaisant sur ce sujet bien spécifique. Selon mon interlocuteur chez AV Industries, que je souhaitais également solliciter sur ce point-là, en plus de ALR, CLR, etc., eh bien lui me dit c'est plus compliqué que cela et on a quand même bien l'impression que ça dépend beaucoup de la sensibilité de chacun. Ça, on est d'accord. Mais c'est aussi variable en fonction de la combinaison des équipements. C'est-à-dire qu'il faut vraiment adapter à la carte en fonction du vidéoprojecteur, de la perception de chacun. On va aller choisir une toile. D'ailleurs, il m'a même dit que la toile technique n'est pas toujours la solution. Bon, ça, c'est un propos qu'il m'a partagé. Les fameux phénomènes que je voyais au début sur le blanc, etc., j'ai l'impression que je ne les perçois plus. Donc voilà, est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour interférer là-dedans? Techniquement, je sais que c'est possible, en pratiquant quelque chose, notamment du côté de la source laser, avec des fréquences imperceptibles à l'œil nu, etc. Bref, c'est des choses qui, je vais pas vous raconter d'histoire, je n'ai pas l'information précise, donc je n'irai pas plus loin. En tout cas, pour moi, ici, ça marche. Et si au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez reçu votre AWOL Vision Hyperion Max et que vous avez un avis là-dessus, ou que vous avez même d'expérience d'autres plateformes, que vous avez créé des combinaisons avec des toiles de projection qui fonctionnent bien, eh bien, n'hésitez pas à partager ici votre retour. Ce qui m'emmène ici à cet autre phénomène qui vous inquiète beaucoup, c'est l'effet arc-en-ciel. Alors déjà, sachez qu'il était quand même d'autant plus présent du temps de la présence de roues chromatiques. Il reste néanmoins plus ou moins perceptible encore en fonction de la sensibilité de chacun sur ces vidéoprojecteurs. Je le rappelle, triple laser, technologie DLP, plus un DMD 0,47 pouces. C'est une plateforme qui est sujette à ce type de problème. Alors j'en ai déjà brièvement parlé dans les commentaires des précédentes vidéos, mais sur l'Hyperion Max, la fonction n'est plus activable ou désactivable à souhait, comme c'était le cas sur les produits de Valerion, l'autre marque du groupe AWOL. Je pense que vous avez compris qu'on avait donc du Vision Master Max qui a introduit la fonction après l'annonce de l'IFA, donc je l'ai testé, le lien est également disponible dans la description, et puis ça a été porté sur le Pro 2, lui aussi, désormais par une simple mise à jour, profite de cette technologie d'annulation du Rainbow Effect ou de l'effet arc-en-ciel. Là aussi, c'est testé, approuvé, c'est remarquable. Et donc, je vous mets les liens de toutes ces vidéos dans la description. Et en l'occurrence, eh bien ici, la techno, elle fonctionne aussi bien, ça marche très bien. On n'a pas le petit bruit de sifflement que j'ai pu percevoir cette fois-ci avec le Vision Master Max, donc de Valerion. Ici, il n'y a pas du tout ce petit bruit, alors qu'il est largement couvert dès qu'on met un peu de son tout simplement de ces projections, mais il pouvait être perçu, on pouvait se demander ce que c'était, ça venait de cette fonction anti-RBE. Donc ici, il n'est pas activable ou désactivable. En revanche, j'ai quand même pu poser la question aux équipes, il n'est actif que lorsque le Hyperion Max est dans un mode d'image dans lequel la température des couleurs sera soit sur chaud ou sur très chaud. Bon, c'est absolument pas grave puisque de toute façon que l'on soit en mode filmmaker ou en mode cinéma, eh bien la température des couleurs est en chaud ou en très chaud et que de toute façon, ça sera dans l'utilisation du vidéoprojecteur, là, le choix de la température de couleur que je vous recommanderais. Quelques petits ajustements peut-être à faire pour qu'on ait une perception parfois d'image un petit peu moins rouge, mais là aussi, j'y reviendrai un peu plus tard dans cette vidéo. Donc ne soyez pas surpris si vous ne le voyez pas, ce menu. En revanche, le menu de réglage de l'iris reste lui bel et bien disponible dans la partie réglage projecteur, pas dans la partie réglage image. Et ça, eh bien, je vous en parle maintenant dans cette partie qualité de l'image. Et je démarre cette partie qualité de l'image en vous rappelant ce que j'ai déjà écrit sous forme de texte au début de la vidéo, à savoir que le temps passé pour vous capter les images au plus juste de ce que je pouvais avoir s'est avéré considérable. Un peu à la manière de la captation opérée sur les téléviseurs QD OLED, il m'a été assez difficile d'obtenir des blancs fidèles à ce que j'avais devant les yeux sans dénaturer les autres couleurs de la vidéo. J'ai fini par trouver une solution pour le GH7 qui me semble la plus adaptée. Mais pour être clair, si vous avez parfois l'impression d'avoir un blanc qui tire sur le rose, sachez que ce n'est pas du tout le cas.
J'ajoute que, à moins qu'il soit précisé le contraire dans la séquence vidéo, le réglage de l'EBL est actif, comme l'anti-RBE, ainsi que le mode Cinéma 1 pour l'iris, qui correspond donc à son réglage intermédiaire. Je dirais que c'est le niveau 4, alors qu'elle peut être refermée encore plus manuellement, soit en mode Cinéma 2, soit en allant pousser le curseur sur le niveau 7. C'est donc toujours ce mode Cinéma 1 que j'ai utilisé pour conserver un peu plus de luminosité, a fortiori ici puisque la toile CLR offre un gain de 0,8 qui ira favoriser les contrastes. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'il vous faudra vous rendre dans les options du projecteur lors de sa première installation pour lui indiquer si vous utilisez une toile à gain faible ou élevé. Il est donc temps que je vous parle de cette qualité d'image qui est tout simplement très bonne et parfois même excellente. En effet, les options citées plus tôt concernant l'amélioration des contrastes fonctionnent bien et sur cette toile CLR, le résultat est même parfois bluffant. Alors attention, je ne vais pas surévaluer la chose. En pleine journée, avec les grandes baies vitrées du salon exposées plein sud tout à côté de la toile, je devais faire de l'ombre pour visionner confortablement mes programmes. Mais la lumière électrique des spots du salon n'a pas été un problème pour regarder l'essentiel des programmes et, à de nombreuses occasions, j'ai, comme je l'ai dit, été vraiment impressionné par la qualité de l'image, une impression d'avoir un immense téléviseur devant les yeux. Je ne vous dirai pas que l'effet est garanti avec tous les contenus, mais à moins que l'image soit très sombre, le traitement doux, précis et les teintes justes, les tons chers fidèles sont vraiment très appréciés. Et si la netteté ou le piqué dans le grain de peau, dans les cheveux, les textures de certains matériaux sont évidemment plus percutants sur de véritables téléviseurs 4K, la qualité de l'expérience livrée ici par l'Hyperion Max me fait clairement oublier tout cela au profit de l'immersion. Un vidéoprojecteur polyvalent en SDR comme en HDR, et d'ailleurs en SDR je vous partage la même recommandation que les Vision Master Max ou encore le Pro 2, à savoir que vous pourrez jouer du réglage de gamma pour renforcer les contrastes au détriment peut-être de la luminosité, voire l'inverse. Et comme là encore il n'y a rien de fictif dans ces réglages, il est d'autant plus intéressant d'avoir toutes ces options dans les menus de l'appareil. Mais sachez qu'il me serait bien trop long de lister toutes les combinaisons que j'ai testées pour améliorer un peu plus encore le rendu. Par exemple, il m'est arrivé sous certains contenus Netflix un peu datés de forcer l'espace colorimétrique BT709 manuellement pour corriger des couleurs que je trouvais un peu trop saturées, à mon goût dans le mode cinéma par défaut. Parfois, je me suis surpris même à utiliser des fonctions de conversion SDR vers HDR, et pourtant, habituellement, je ne suis pas un grand fan, ainsi que les outils d'amélioration dynamique des couleurs, mais attention, par petites touches, car ce sont là des options qui, si vous les poussez un peu trop loin, vont vite à provoquer de la saturation qui fait que l'image tire au rouge. Pour résumer, chaque option joue son rôle et il vous reviendra de les mettre à l'épreuve pour comprendre si celles-ci vous plaisent, jusqu'à vous laisser surprendre peut-être comme moi là aussi par des choses comme la détection automatique des contenus ou certains traitements laissés à l'intelligence artificielle. Car oui, il me faut bien reconnaître que la puce Pentonic 800 présente ici dans ce modèle fait plutôt bien le job et elle assure aussi dans certains traitements des sources dégradées et des artefacts que je peux percevoir parfois dans mes boucles de démo. Par exemple, dans cette boucle YouTube de la planète Terre à moitié dans l'ombre, le simple fait de laisser l'option dégradée lisse en mode faible suffit à gommer totalement les défauts, là où il m'a parfois fallu la pousser un peu plus loin sur d'autres appareils. Enfin, je vous laisse ici avec une séquence indiquée comme étant du Dolby Vision sur YouTube, mais naturellement, la plateforme ne le supportant pas, le projecteur reste en mode cinéma SDR et je n'ai même pas, par exemple, les options de tone mapping de disponibles. En revanche, j'ai bien l'option de reproduction SDR vers un rendu proche du HDR. Comme indiqué, il est ici activé sur les vidéos de droite avec l'ajout de quelques-uns de mes réglages que j'estime assez subtils pour ne pas trop forcer sur les contrastes, car comme je le disais plus haut, on peut vite se retrouver avec des couleurs plus fantaisistes et l'apparition de défauts. J'espère que vous parviendrez à distinguer les différences entre ces deux reproductions. Et puis sachez que si l'image est ainsi découpée, c'est pour tenter de contourner les blocages de la plateforme. J'en profite pour vous glisser également quelques mots sur la partie audio qui est tout simplement étonnante pour un tel appareil. Vous le savez, si vous me suivez, je suis assez peu à l'aise avec le partage de la captation audio réalisée au travers de mes deux micro-cravates, mais pour autant, je vous prie de me croire que ici, le système qui est intégré est très bon, en tout cas à l'échelle d'un vidéoprojecteur bien entendu. Il est puissant et détaillé.
surtout qu'ici, le niveau du volume est réglé sur seulement 22. Clear. Confirm. Confirmed. Clear. Door clean. Can't do this. What's happening, brother? All right. I got him in his neck, but I was aiming at his head. Other lines of work, you can lose a step, not this one. You're still the best we got. Best anyone's got. Et j'enchaîne avec mon retour d'expérience en mode jeu, et quelle expérience là encore. Je ne sais pas si c'est à force de tests que je me suis habitué à jouer sur un vidéoprojecteur, ou si cette Hyperion Max a vraiment un truc en plus sur le sujet, mais waouh! Alors attention, il reste quelques sujets à peaufiner et je vais y revenir. Mais il me faut reconnaître que jouer à Counter-Strike là-dessus a sans doute été l'une des expériences les plus réussies. Entre la nouvelle plateforme, la puce Pentonic 800 qui doit aider et l'interface DisplayPort, la recette est bonne. Sur ce type de jeu, il ne faut pas oublier le facteur chance, celui de tomber sur un serveur où ça se passe bien pour nous. Mais pour le coup, ça se passait tellement bien qu'au bout de quelques parties en tête de liste, celui qui ne devait pas apprécier la chose a même demandé mon exclusion. N'y voyez aucun orgueil, c'était juste drôle et j'étais sur le moment surtout satisfait par les prestations de cette Hyperion Max. En tout cas, des tests, j'en ai fait pas mal, et le 1080p à 120 Hz s'est une nouvelle fois avéré être la configuration idéale. Une jolie fluidité et aucune latence de perçu, alors que je joue au clavier et souris sans fil, puisque mon Razer Blade 18 est lui juste à côté du projecteur relié avec le câble DisplayPort de 1,5 m qui est fourni. Mais comme je l'ai dit, tout n'est pas parfait. On trouve dans les menus de l'appareil la possibilité d'activer un mode VRR, ici appelé AMD FreeSync Premium. Cette option est la seule manière d'activer la fréquence de rafraîchissement variable sur le projecteur, comme en atteste le compteur que j'ai placé en haut à gauche de l'image. Là, le vidéoprojecteur peut même basculer en 1080p à 240 Hz, mais l'expérience n'est pour moi pas convaincante. Il y a du scintillement et c'est assez gênant. J'ai donc demandé aux équipes si c'est en raison d'une compatibilité exclusive avec le VRR d'AMD, mais ils m'ont répondu que non. La compatibilité G-Sync n'est certes pas certifiée, mais néanmoins l'Adaptive Sync permet de trouver l'option G-Sync sous Windows et de l'activer. D'ailleurs, outre ces flashs intermittents, l'impression de fluidité et de réactivité reste excellente. Cela fonctionne en DisplayPort comme en HDMI. Étonnamment, j'ai justement remarqué qu'en HDMI, le phénomène est un peu plus discret, mais il reste présent. L'avantage de nos échanges avec les équipes techniques, c'est qu'elles m'ont confirmé avoir également identifié cela et qu'elles travaillent pour trouver une solution. Je n'ai toutefois pas de PC doté d'une carte graphique AMD pour vérifier si les choses se passent mieux avec une plateforme 100% FreeSync. Les tests se poursuivent ensuite sur la Xbox Series X en AMD pour le coup, mais là encore, l'activation du VRR n'est pas sans conséquence. En l'occurrence, nous sommes limités à du 1080p en 60 ou 120 Hz. Et si on souhaite profiter de l'Ultra HD à 120, eh bien, il faut désactiver l'option AMD FreeSync Premium. D'ailleurs, passer en 1080p à 120 fait perdre du coup d'autres compatibilités qui ne sont disponibles que si la console détecte un signal 4K. N'y voyez pas là une particularité liée à l'Hyperion Max, puisque c'est bien du côté de la console et de ses spécifications techniques que cela se passe. Je le rappelle, en effet, le projecteur peut bel et bien lui faire du 1080p à 240 Hz avec la prise en charge du VRR. C'est pourquoi, finalement, sur PC comme sur console, je n'ai pas utilisé cette option, mais uniquement le mode de fréquence élevée. Et comme vous pouvez le voir, eh bien ça se passe très bien sur la Xbox Series X et on ne note aucun artefact sous Forza ou sous les autres jeux que j'ai pu tester. Comme sur PC, c'est très bon.
Et là encore, les sensations à la manette sont impeccables. Je n'ai remarqué aucune latence. L'image est fluide, est belle et les commandes sont réactives. Des titres comme Indiana Jones deviennent vraiment très cool à jouer sur une telle diagonale d'écran. Voilà, pour résumer, l'expérience est bonne, y compris du côté de l'audio qui, là aussi, profite de la puissance des enceintes intégrées à l'Hyperion Max. Et s'il y a pour l'heure encore quelques concessions à faire, je ne les ai pas trouvées totalement pénalisantes ou rédhibitoires et l'expérience reste très sympa, sans doute, comme je l'ai dit, parmi ce que j'ai testé de mieux. Pour conclure sur cette partie gaming, sachez que j'ai pu mesurer un super input lag de l'ordre de 16 millisecondes, dans le pire des cas. Et ici, mon boîtier est en 1080p à 60 Hz, donc avec un boîtier capable d'envoyer un signal à 120 Hz, ce sera sans doute encore meilleur. Une telle mesure se traduit à l'usage par moins d'une image de retard par seconde, et cela rejoint le fait que l'on ne remarque aucune latence sur les commandes. Histoire de prolonger un peu plus loin les tests, sachez que j'ai remarqué qu'il existe une infime différence lorsque vous utilisez les modes FPS, RTS ou autres par rapport au mode standard dans la barre de jeu qui lui permet de descendre à 15,4 millisecondes. On est très légèrement au-dessus pour les autres modes d'image. Autre phénomène que j'ai pu identifier, en désactivant le mode de rafraîchissement élevé, l'input lag passe à 9,6 millisecondes. Là encore, c'est la plateforme qui explique cela. Pour générer des contenus en 120 ou 240 Hz, la puce est obligée de procéder à de l'interpolation de trame, ce qui provoque donc du calcul et cette infime hausse de la latence, mais qui reste imperceptible pour le joueur. Dans l'ensemble, la performance est vraiment bonne, digne même des meilleurs téléviseurs que j'ai pu tester sur ce point de l'input lag. Pour résumer, il reste certes des choses à peaufiner pour tirer pleinement parti de ce vidéoprojecteur avec les titres les plus exigeants, mais les équipes d'AWOL Vision sont au courant et elles y travaillent. Elles ont déjà déployé un firmware qui a amélioré la reproduction des contenus HDR. Et puis j'ajouterai qu'attention, c'est un vidéoprojecteur, ce n'est pas un téléviseur. Tout cela ne m'a pas semblé pénalisant. Bien, voilà, on se dirige gentiment vers la fin de cette très longue vidéo de test du Hyperion Max. Mais voilà, c'est comme ça, sur la chaîne, vous avez du chapitrage et j'espère encore une fois avoir anticipé un maximum de vos questions. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on peut se retrouver dans les commentaires ou alors sur le groupe de discussion Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre. Là aussi, vous avez le QR code et tout ce qui va bien dans la description pour nous rejoindre. Avant de faire le bilan, je vais juste quelques mots, mais alors très rapides, sur cette partie Google qui en plus est dans cette nouvelle interface ici avec les deux petites icônes qui sont là avec ces réglages rapides qui évitent d'aller dans la roue crontée. On va vraiment pouvoir retrouver toute la connectivité avec le Bluetooth, avec le Wi-Fi, avec les accès rapides au réglage. Et bien l'essentiel, c'est que sur ce vidéoprojecteur, l'applicatif fonctionne vraiment très bien. J'apprécie beaucoup ici cette petite barre horizontale, alors qu'on va retrouver ailleurs, mais qui fonctionne vraiment bien. C'est réactif, j'ai rien à signaler. On peut déplacer chacun des raccourcis. Par exemple, moi ici, j'ai mis mode d'image juste à côté eh bien, de la partie image. Et puis, je pourrais presque décaler également, venir ici, paramètres laser, tout simplement pour aller régler la partie iris que vous voyez ici en mode cinéma 1. Bref, c'est c'est personnalisable, c'est très réactif, ça fonctionne bien et j'ai en plus, comme je le disais, l'impression que vous voyez par exemple là ici sur cette partie LOL ou encore sur les petites icônes que je voyais ici tout en haut, enfin sur les accueils, films, séries, applis, sur ces accès avec cette bulle blanche, je la voyais parfois un petit peu scintiller et actuellement, eh bien, je ne vois plus rien du tout. Encore une fois, pourtant, j'ai beau me focaliser, j'ai beau essayer d'y faire attention. Et sur la partie EBL, avec l'amélioration qui avait été apportée par la mise à jour, j'ai pu l'apercevoir d'entrée de jeu par ce menu d'accueil qui me semblait un petit peu plus contrasté, un petit peu plus sombre. Il y avait encore des petites choses qui parfois tressautaient un petit peu à l'image. Il y avait des réglages également dans les menus qui n'étaient pas toujours très bien agencés selon moi. Et désormais, eh bien, on est ici sur un vidéoprojecteur qui, en plus, lorsque l'on choisit un menu, réduit ici le réglage qui permet vraiment de faire ces réglages avec le plein écran. Voilà, je ne vais pas plus broder que ça. Je pense clairement que entre 8 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage et la puce Mediatek qui va bien, vous devriez pouvoir faire tourner toutes vos applications sans souci.
y compris si vous avez besoin d'avoir directement Orange TV sur ce vidéoprojecteur. Vous pourrez vous passer de votre box opérateur. Et puis là, en plus, j'ai pu voir également qu'il y avait l'application Bouygues TV BTV Plus qui m'a été proposée lors de l'installation. Sinon, vous pouvez aussi utiliser des trucs comme les Molotov, etc. Puis vous avez de la connectique HDMI. Si vous voulez vous rajouter d'autres choses, il y a de quoi faire ici encore une fois. Pour ma part, je pense que vous l'aurez compris, mais le bilan, il est positif pour ce vidéoprojecteur. On est sur un produit de 1199 $, donc moins de 1900 € si vous devez faire la conversion. Après, les différentes frais que vous pourrez avoir, encore une fois, consultez le site, mais si je reprends juste mon cas de figure avec ces 260 € de douane, c'est même pas dit que vous ayez à les payer, ça nous... Allez, même si je dois le mettre à 2400, 2500 €, pour un vidéoprojecteur haut de gamme comme celui-ci, avec la qualité de l'image, avec un iris qui est réglable. Alors ok, cet iris, il n'est pas dynamique, comme on peut l'avoir peut-être chez d'autres constructeurs. On est sur un iris manuel. Pour autant, moi, en mode cinéma 1, ça a coché régulièrement tous les usages que j'avais. J'ai pas eu besoin d'aller en mode cinéma 2 grâce à la toile qui, elle aussi, contribue à renforcer la perception des contrastes. J'aurais pu me mettre en mode cinéma 2, j'en ai pas ressenti l'absolue nécessité, combiné à l'EBL également qui évolue. Et puis là encore, on a beaucoup de réglages. Et il y a un autre point très important que j'ai envie de saluer dans tout ça, c'est la disponibilité des mises à jour. Ici, on a Hyperion Max qui a bénéficié de cette mise à jour qui, effectivement, a amélioré certaines choses de manière plus ou moins subtile. Mais je vous rappelle que Valerion Vision Master Max a introduit un iris à réglage manuel, a introduit également l'anti-RBE avec l'EBL bien entendu. C'est un petit peu ce trio de technologies dures que l'on connaît dans les produits, mais ça a été porté pour l'anti-RBE sur le Pro 2, je vous l'ai dit, mais aussi sur le Pro, sur le Plus et sur le Plus 2. Donc rien que chez Valerion, on a 4 modèles. Enfin, chez Owl Vision, on a Hyperion Max et Hyperion Pro. Donc il y a du suivi de mise à jour. Et au moment où moi j'enregistre cette vidéo, et peut-être au moment où vous allez acheter ce produit, eh bien peut-être qu'il se sera encore bonifié. Donc voilà, c'est aussi un point important qu'il faut considérer. Maintenant, je vous invite tout simplement à réagir dans l'espace commentaire. J'allais oublier que cette partie audio fait aussi partie des points positifs. Et dans les choses sur lesquelles j'ai vraiment envie de vous dire attention, 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 c'est la hauteur de projection. Vraiment, moi, je pense que là, la configuration telle qu'elle est là, avec une toile de 120, c'est vraiment un régal. 100 pouces, c'est déjà très bien aussi, mais 120, c'est quand même quelque chose d'assez... Allez, je m'arrête là. N'hésitez pas, réagissez dans l'espace commentaire, rejoignez-nous sur le Discord si vous le souhaitez. Tout ça, c'est dans la description, dans le QR code. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!